Bonsoir, bienvenue pour cette édition qui commence par ce communiqué. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 4e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le lundi 29 juin 2015 à 14h30 au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. L'équipe gouvernementale est connue, nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Et cette équipe devra donc conduire sous l'égide du Premier ministre le programme de société du chef de l'État. Et parmi les chantiers à consolider, les réformes économiques. En ce sens, l'Office togolais des recettes entreprend d'importantes innovations qui influent positivement sur les recettes de l'État. Suivons ce dossier de Prudence Zizou. D'importantes réformes entreprises ces derniers mois dans le secteur douanier par l'Office togolais des recettes OTR pour la fluidité des opérations sur la chaîne logistique. Un engagement du Togo à moderniser les procédures douanières et rendre le port autonome de Lomé plus compétitif. Pour arriver aux résultats probants enregistrés sur le terrain, le gouvernement a mis à contribution l'expertise de la société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur Ségus. Grâce à sa plateforme dématérialisée, les différents postes des douanes sont interconnectés et les déclarations se font en ligne pour un gain de temps. Le guichet unique pour le commerce extérieur au Togo a mis en place une plateforme dématérialisée qui permet à chaque acteur de pouvoir accéder à cette plateforme dématérialisée et transmettre ces informations qui sont ensuite partagées avec l'ensemble de la communauté portuaire ainsi que la douane. Donc cela réduit les déplacements des différents acteurs, c'est au bénéfice gagner du temps, et donc gagner du temps c'est aussi améliorer la compétitivité du port de Lomé. Notre rôle ici c'est de recevoir d'abord les clients, de les aider, les orienter, de voir compte tenu de leur requête la faisabilité de la chose dans le guichet unique, et tout juste derrière essayer de traiter cette demande dans le temps, d'aller vite et assez vite, pour leur trouver des solutions et sortir leurs marchandises à temps. Avec la migration de Sidonia Plus à Sidonia World et l'appropriation de l'outil informatique par tous les acteurs de la chaîne, les procédures douanières sont de plus en plus performantes. On a informatisé la plupart de nos procédures, surtout dans les grandes unités, pour faciliter les opérations douanières. En l'occurrence, dans cette facilitation, nous avons la sélectivité des déclarations. Nous avons également initié au niveau, dans le cadre de la facilitation, le guichet unique pour que le contrôle soit fait en un seul lieu par tous les acteurs de la chaîne logistique internationale. Kodiakopé, une frontière par où transitent chaque jour des tonnes de marchandises par camion, n'est pas en marge de cette nouvelle vision. Elle fait d'ailleurs l'objet de sites pilotes pour l'expérimentation de la phase terrestre du guichet unique. Nous sommes actuellement à l'étape pilote de ce bus qui va aussi essayer d'accélérer encore plus la procédure. Ce qui fait que ce soit les marchandises en transit ou bien en consommation, le temps de passage est réduit au maximum possible. La fluidité des activités douanières est aussi remarquable à la douane de Sanikondi qui enregistre également des flux importants de marchandises en transit sur le territoire douanier. Les nouvelles stratégies qui sont mises en place sont celles de la mise surtout en application de la lutte contre la corruption, qui consiste à ce que le travail soit effectué avec célérité sans perdre de temps. On a constaté que bon, il y a un peu de remords dans le travail, mais aujourd'hui on voit que le processus est bon, que ça me facilite la tâche de bon, avant là, on va que ça prend le temps un peu. Mais par rapport aujourd'hui là, c'est mieux. Autre avancée, le partenariat entre l'OTR et les banques, notamment l'UTB et EcoBank, qui raccourcit les délais d'attente au guichet pour les paiements, ce qui entraîne plus de célérité dans le traitement des déclarations. Vous n'avez plus besoin nécessairement de vous déplacer pour arriver au guichet des douanes pour payer. Ils peuvent déjà payer en ville. Nous avons instruit tous les collègues pour la célérité. Il y a la célérité et il n'y a plus d'attroupement au niveau des guichets pour les paiements. Le résultat de toutes ces mesures est visible sur le terrain et donne satisfaction à toute la chaîne des acteurs, manutentionnaires, déclarants douane et autres. Au niveau des circuits
douaniers, il y a des circuits qui sont activés et l'orientation des déclarations vers ces circuits-là fait que la passation des déclarations est plus vite. Et nous avons senti une nette amélioration par rapport à ce qui se faisait avant. Les innovations introduites dans le nouveau code des douanes sont aussi des éléments de plus dans la facilitation et l'amélioration du climat des affaires. Le défi est encore grand. L'informatisation complète des services de la chaîne apportera un plus à la qualité des prestations. L'opérationnalisation sous peu des postes de contrôle juxtaposés développés et de s'encasser rendra de plus en plus fluide les trafics et permettra à l'économie togolaise d'enregistrer de meilleurs résultats pour sans doute améliorer le classement du Togo dans le Duke Business. L'agriculture est aussi un pan entier de l'économie togolaise. 60 millions de dollars, c'est le montant d'un projet d'implantation de palmeraies et d'usines de transformation d'huile de palme dans l'Agou. Après la pose de la première pierre par le chef de l'État il y a 3 mois, place à la phase concrète. Le ministre de l'Agriculture, le colonel Orokura Agadazi, a lancé la phase de mise en terre de jeunes plantes palmiers qui vont couvrir le site. Yves Agbevivi. 56 600 km², c'est la superficie du Togo dont une grande partie, comme la localité d'Agou, est favorable au développement de palmeraies. Malheureusement, la chaîne ne bénéficie pas d'engouement et le Togo est obligé d'importer 18 000 tonnes d'huile de palme, selon le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche. C'est en vue de résoudre ce problème que le chef de l'État a initié le projet d'implantation de palmeraies et d'usines de transformation d'huile de palme dans la dite localité d'Agou, et c'est le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Orokura Agadazi, qui a eu l'honneur de lancer la plantation du dit palmeraie. En tout, 52 500 pieds vont être mis en terre sur 250 hectares cette année pour atteindre 1000 hectares l'année prochaine. Je voudrais dire, à date d'aujourd'hui, le Togo importe 18 000 tonnes d'huile de palme. Et donc avec l'implantation de cette usine agroalimentaire, dès lors qu'elle va monter en régime, le Togo pourra produire 24 000 tonnes, c'est-à-dire qu'on couvre nos besoins au point même d'exporter. Avec les 18 000 tonnes que nous importons, ça fait une sortie de devise de l'ordre de 10 milliards. C'est énorme et ça grève énormément l'économie nationale. Donc l'initiative du chef de l'État est à soutenir et à saluer parce qu'elle permet de renforcer notre économie nationale. En rappel, c'est le 23 mars 2015 que le chef de l'État, sa recherche de Manon Simpé, a posé la première pierre pour la construction de l'usine de transformation d'huile de palme dans cette localité d'Agou, et le chef de l'État a mobilisé l'investisseur agro-industriel Talent Investment Holdings Limited et le projet prévoit 1200 emplois pour les locaux, un projet financé à 65 millions de dollars US. Yves Agbevivi vient de le dire, ce projet va donc générer plus de 1000 emplois aux jeunes de la localité. Et dans la même perspective, le groupe de réveil Compassion, en partenariat avec l'ONG Global Partners, apprend aux jeunes fidèles chrétiens à mener des activités entrepreneuriales pour se prendre en charge, une valeur ajoutée aux activités spirituelles. Dodo Waré, Esther Leclerc. Comment construire son entreprise avec Dieu? La question fait l'objet d'une rencontre au Temple du Calvaire à Lomé. Des chefs d'entreprise, membres de l'association Global Partners in Europe des USA, partagent ainsi leur expérience avec des fidèles chrétiens désireux de faire prospérer leurs affaires. Mes parents étaient ouvriers, j'ai beaucoup travaillé, énormément travaillé et aussi pris beaucoup de risques et avoir aussi une foi importante dans le Seigneur parce qu'on est des hommes, on peut avoir la foi mais Dieu nous donne aussi de travailler parce que le travail, quand on travaille et qu'on est reconnaissant d'avoir aujourd'hui une entreprise comme la mienne, je remercie Dieu, mais Dieu m'a donné la capacité aussi de pouvoir réussir cet ouvrage. Pour moi c'est un beau chantier. Compassion, groupe de réveil, en initiant cette rencontre, veut inculquer aux participants les valeurs nécessaires à leur épanouissement professionnel. Il y a un homme de Dieu, un certain Sephénoménio, qui a parlé de tout l'évangile pour tout l'homme. Cela veut dire qu'il faut donner la parole, mais il faut aussi s'occuper de la vie quotidienne des fidèles. Et il faut aussi tenir compte de ce que nous n'avons pas seulement un esprit, nous avons un esprit, nous avons une âme et nous avons un corps. Voyez-vous? Donc, il s'agit d'apprendre concrètement ici, dans ce cas précis de cette réunion, d'apprendre aux gens, aux jeunes,
comment créer leurs propres affaires et comment gérer leurs propres affaires et comment réussir dans leurs propres affaires. Et ceux qui sont déjà des hommes d'affaires, c'est comment renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent réussir. Il s'agit d'un partenariat entre le groupe Compassion et l'association Global Partners in Europe, et de ce partenariat va naître divers projets en faveur des communautés. On est en train d'animer beaucoup de choses avec des hommes d'affaires qui viennent ici pour travailler, aussi des médecins qui répondent à la santé, la question de la santé, parce que c'est un besoin qui existe toujours en Afrique de l'Ouest. La rencontre a duré 24 heures. L'association Global Partners in Europe existe depuis plus de 10 ans en Afrique. Même ambition au niveau du concept Tizi, premier café des jeunes entrepreneurs togolais lancé samedi à Lomé, une plateforme d'échange et de formation des jeunes à devenir de véritables acteurs économiques. Victoire Aïssa, Augustin Kossi, Isidore Koubatine. Animés du même désir et de la même détermination, ils sont des jeunes qui entendent contribuer à l'émergence du Togo en intégrant en eux l'esprit de créativité et d'entrepreneuriat. Tizi, leur premier cadre d'échange, se veut un carrefour des jeunes entrepreneurs et innovateurs togolais et permet de donner vie à des projets novateurs. Nous organiserons des rencontres majeures qui vont réunir des jeunes autour des thématiques liées au monde de l'entreprise, liées au domaine entrepreneurial et à l'aptitude à entreprendre. Donc nous débattrons chaque mois autour de divers thèmes avec des invités du choix qui vont accompagner, qui vont former les participants et les amener à valider leur idée d'entreprise. Tizi, un nouveau concept économique, une occasion pour les jeunes porteurs de projets de se familiariser avec le monde entrepreneurial. Une idée novatrice qui répond aux aspirations du Conseil national de la jeunesse togolaise ainsi qu'à la politique du ministère du Développement à la base. La mission assignée par le gouvernement togolais au Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes est la promotion de l'entrepreneuriat au sein de la population jeune. Et toute initiative qui entre dans ce cadre-là est fortement appréciée par les premiers responsables du FAEJ. C'est dans cet ordre d'idée-là que le fonds a accepté appuyer cet événement Tizi. Le Conseil national, qui est une plateforme institutionnelle qui regroupe la jeunesse, et pense que cet événement est une bonne initiative. D'autant plus qu'il concerne la jeunesse et il permet aux jeunes entrepreneurs de se retrouver d'une façon périodique et d'échanger et vraiment d'améliorer leur entreprise. Plus qu'une idée, Tizi est un rendez-vous mensuel, une passerelle pour à travers laquelle des projets novateurs verront le jour. Au Burundi, le gouvernement persiste et signe. Le double scrutin communal et législatif aura lieu demain. Malgré la pression internationale, les violences et les protestations de l'opposition, les Burundais sont donc appelés aux urnes. Le contexte politique et sécuritaire est tendu. Hier, du matériel électoral a été brûlé dans le nord du pays et des militants de l'opposition ont été arrêtés. La Tunisie sous haute sécurité. Après l'attaque de vendredi, plusieurs mosquées qui incitent au terrorisme sont fermées. Des patrouilles veillent au grain aux abords des hôtels. Les touristes quittent le pays. Remplis de touristes se succèdent à l'aéroport d'Enfida. Les principaux tours opérateurs ont donné ordre à leurs clients de rentrer. C'est le cas en particulier pour ces touristes belges. Notre agence GTR nous a conseillé de rentrer tout de suite dans notre pays en Belgique. C'était une obligation de quitter tout de suite le pays. Les agences de voyage affrètent en urgence des dizaines d'avions. 2000 clients belges auront été rapatriés, 2500 britanniques, autant de Français ou d'Allemands. Des étrangers qui, malgré la menace terroriste qui pesait sur la Tunisie, continuaient de s'y rendre. Pour certains peut-être, pour la dernière fois. Le personnel de notre hôtel a été incroyable. Quand on est parti, le directeur de l'hôtel pleurait. Il m'a demandé s'il y avait du travail pour lui en Irlande. Vraiment, on a passé des vacances magiques. C'est un bel endroit, c'est magnifique. Ces 4 dernières heures m'ont transformé en enfer. Sur les plages de Sousse, pas un touriste, ou presque. Dans le centre commerçant, les étrangers se comptaient sur les doigts de la main. Ça fait vraiment mal. C'est terrible car la ville de Sousse vit du tourisme. C'est un coup fatal. Nous ne sommes pas encore remis de l'attaque du Bardo, mais là c'est un coup encore plus violent. Après l'attaque en mars contre le musée du Bardo, 22 personnes, dont 21 touristes, avaient été tuées.
Le coup est rude en effet, et la crainte d'un marasme économique qui s'installe, bien présente. Le tourisme, c'est le poumon de l'économie tunisienne. Les réservations de vacanciers étrangers ont déjà baissé de près de 25% par rapport à l'an dernier. La chute risque d'être encore plus sévère en plein cœur de l'été. Le jeûne du Ramadan est donc affecté par une crise sécuritaire dans ce pays. Le carême, quatrième pilier de l'islam, est une période de mortification où les fidèles musulmans observent une certaine piété et suivent un nouveau rythme alimentaire. Et durant cette période, les dattes sont beaucoup consommées. Sonia Aménico, Esther Laclé. Cultivé depuis au moins 4000 ans au Moyen-Orient et originaire d'Irak, du Maroc ou de l'Algérie selon la variété, la date se présente généralement comme un fruit charnu de 4 à 6 cm avec un noyau allongé. Ce fruit est très prisé par les fidèles musulmans, surtout au cours du carême. La date représente un fruit très bénéfique pour les musulmans et surtout très spécialement en cette période du mois de Ramadan béni que Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé aux musulmans de rompre toujours le carême, le jeûne en utilisant les dates. Et quand tu ne trouves pas les dates, que tu utilises les fruits. Et quand il n'y a pas les fruits, tu peux utiliser l'eau. Si on veut rompre le carême, c'est mieux qu'on utilise la date. Et dit de l'utiliser la date 1 ou bien 3, ça veut dire le nombre ampère. Donc la date, c'est l'arabe, c'est un fruit vraiment qui guérit beaucoup de choses, qui apporte aussi l'espoir sur la foi et le cœur. Très appréciée pour son goût, la date contient de nombreux bienfaits pour le corps humain, surtout à cause de sa forte contenance en fibres. Sur le plan scientifique, et cet hadith nous a amené à regarder un peu pourquoi le prophète a choisi la date parmi tant d'autres de fruits. Et on s'est rendu compte que la date est un fruit très énergétique et nutritif. Il est d'ailleurs l'un des fruits les plus énergétiques, disons, naturellement possible. Et il apporte à l'organisme jusqu'à 70 grammes de glucides. Donc un musulman qui a fait le jeûne, qui est resté pendant plus de 12 heures à jeûne, tombe en état d'hypoglycémie et une seule date lui permet de remonter son état d'hypoglycémie. Le mois de carême est une période sacrée sur le calendrier musulman. Le jeûne est l'un des 5 piliers de l'islam et cette période est celle où le fidèle de Mahomet a le plus besoin d'aliments énergétiques comme les dattes.